Bonjour à toutes et à tous. Euh, Merci de venir nous rejoindre pour participer à, je crois, ce huitième rendez-vous du groupe Biochar. Euh, alors d'abord des petites questions pratiques hein, avant de démarrer. Euh, on va vous demander de bien vouloir couper vos micros parce que quand tout le monde va être arrivé, on va être assez nombreux. Euh, Ça ne vous empêche pas de les ouvrir quand vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas, on ne va pas vous couper la parole. Et par contre, vous avez aussi un chat dans lequel n'hésitez pas à mettre des questions ou des commentaires, on essaiera de les gérer et de pouvoir y répondre au fur et à mesure au fil de la réunion. Alors, la réunion d'aujourd'hui va se présenter de la façon suivante et j'espère que tout le monde voit bien le programme que je vois moi-même sous les yeux. Euh, on va introduire les choses et puis présenter un petit peu, notamment à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, où est-ce qu'ils ont mis les pieds. Ce sera le premier temps de la réunion. Un deuxième temps, Mathieu Camp euh, va nous présenter le cœur du sujet sur la qualification des biochars, les enjeux de normalisation, etc. Et puis ensuite, on aura un temps de discussion et d'échange sur ces questions Bonjour à tous. bonjour, avant de vous soumettre un projet d'étude que l'on a pour les mois qui viennent. On va pouvoir passer à la diapo suivante, Marc, s'il te plaît. Je m'aperçois que je ne me suis pas présenté, donc excusez-moi. Je suis Loïc Evin, je suis secrétaire général de B2E. J'excuse le président de B2E qui est parmi nous, mais qui est Covidé, donc il n'est pas en état de prendre la parole. Euh, et, euh, et donc, nous sommes trois partenaires à co-organiser cette action avec l'association L. Où je laisserai Marc, ou peut-être Marc, tu peux dire un mot tout de suite, comme ça, ce sera plus simple. Oui, bonjour à toutes et bonjour à tous. Voilà, j'interviendrai dans 5 minutes. Voilà, donc je présenterai l'équipe dans un instant, mais il y a Tu mon as collègue prévu. Jacques qui est aussi connecté. Donc, on reste à votre écoute des questions et autres. Voilà, donc avec l'association L, l'association B2E Bretagne Éco-Entreprise et l'école Unilassal, euh, Rennes ou pas Rennes d'ailleurs, Unilassal. Nous sommes les trois partenaires français d'un programme européen c'est un programme Interreg qui s'appelle SRICI, qui a démarré voilà, en 2019 et qui a comme objectif de développer, structurer les filières de production et d'utilisation du biochar en Europe. Euh, donc c'est une vieille histoire au niveau européen, puisque déjà il y a eu d'autres programmes européens avant celui-là qui ont permis d'avancer progressivement dans cette structuration, aussi bien sur le plan, on va dire, technologique, technique, et que maintenant dans la mobilisation des acteurs. Et donc l'objectif de ce programme, c'est vraiment de passer à la phase de massification et de mobilisation de l'ensemble des acteurs. Et en ce qui nous concerne, du coup, de l'ensemble de la communauté française. Et donc, on est très content de voir que vous êtes 80 personnes à avoir manifesté votre intérêt pour ce matin d'un peu partout en France, notamment dans l'Ouest, mais pas que. Euh, alors, nous avons mis en place donc, ce groupe thématique Biochar en septembre 2020, avec vraiment comme objectif de développer la communauté française, d'arriver à travailler conjointement, parce qu'il y a des petites initiatives à droite à gauche, et puis plein de bonne volonté et d'envie de faire ensemble. Euh, Encore faut-il donner les moyens à cette communauté de se parler et de communiquer ensemble. Euh, et donc aujourd'hui, on a voilà, 260 acteurs identifiés et ce groupe est copiloté donc, par Marc que vous avez entendu brièvement et que vous allez entendre plus longuement dans les minutes qui viennent. Et puis Hervé Denis, donc, que je
remplace aujourd'hui, même s'il est à l'écoute de ce qu'on est en train de se raconter. Et qui est président de B2E et pilote du groupe Biochar de B2E, voilà, copilote avec Marc. Donc voilà, ce groupe, il a déjà vécu, évidemment. On en est à sa 8e réunion. Euh, voilà, on a visité différents sites de producteurs de biochar où on a rencontré des experts qui sont venus nous apporter leur éclairage, comme aujourd'hui. On va passer à la slide suivante pour dire que, au-delà de ces réunions qui peuvent être périodiques, cette communauté s'est aussi retrouvée à travers des événements c'était soit des salons comme Bio 360 où on va se retrouver encore très prochainement, ou Polytech ou Carrefour des adhérents de VGPolis, etc. Donc, autant de prétextes à essayer de donner corps à cette communauté pour arriver à faire avancer le- la cause qui est la nôtre, on va dire. Donc voilà, techniquement, ce groupe, pour ne pas prendre trop de temps, il a comme objectif de vraiment favoriser le partage de connaissances, de regrouper les infos existantes, parce que chacun détient un bout de la vérité, et puis de faire remonter ces informations-là, peut-être pour influer sur le contexte réglementaire, par exemple. Donc comment ça se passe? Eh ben, vous avez vu, voilà, on en est à la 8e réunion. De temps en temps, c'est en ligne. À peu près une fois sur deux, c'est sur site avec des présentations et des visites de site sur différents thèmes qui vont de l'amont sur la recherche, la technologie, etc., à l'aval sur la mise sur le marché, en passant par les questions de normalisation et de réglementation, comme ça va être le cas aujourd'hui. Voilà, en très court, euh, le groupe de travail qui vous invite aujourd'hui et qui est très content de vous accueillir nombreux. Et là, je vais passer la parole à Marc pour qu'il vous présente le programme de ce groupe et de la communauté pour le semestre qui vient. Oui, alors j'enchaîne. Voilà, on a proposé d'organiser un nouveau groupe de travail pour, d'une part, voilà, continuer à mettre en relation les acteurs. Donc là, on voit qu'il y a de nouvelles personnes qui ont eu la curiosité de participer au groupe de travail. Et de ce fait, vous proposez un programme sur le premier semestre 2023 qui va permettre, j'espère, des rencontres physiques, mais aussi de l'accompagnement et de la formation. Donc, trois temps, donc ça a déjà commencé d'ailleurs. Il y a un premier temps qui est tout en bas de la page, qui, on va dire, en filigrane hein, tout au long de notre programme SRICI. Là, on relance un programme de formation pour les professionnels qui souhaitent découvrir le sujet. Donc, beaucoup d'acteurs qui sont aujourd'hui branchés ont déjà participé en 2021 à la précédente session. Donc là, nos collègues allemands, donc c'est un programme européen, donc on est dans l'échange, et donc nos collègues allemands coordonnent ce programme de formation. Donc il a commencé le 16 décembre, et donc il va se poursuivre. Il y a un programme jusqu'à ce printemps, ce printemps, hein, j'allais dire cet hiver, maintenant ce printemps jusqu'au mois d'avril. Donc vous aurez les modalités dans le support hein, qui va vous être communiqué. Donc c'est la diapo suivante, hein, d'ailleurs. Excusez-moi. Voilà. Oui, le programme a déjà démarré, mais il est fait on peut prendre le train en marche sans difficulté. Voilà. Vous aurez les liens, les contacts et les liens pour vous inscrire. Donc, je ne rentre pas dans le détail, mais voilà, on est plutôt sur un programme découverte. Ensuite, si je reprends dans la chronologie, donc on a le salon Bio 360, événement qui, depuis 2020, au démarrage du programme SRICI, on avait travaillé avec l'organisation du salon Bio 360, donc à savoir BIZ. On avait travaillé de façon à créer un lieu de rencontre sur le sujet du biochar. Ce lieu n'existait pas en France. Et donc, en janvier en 2020, on a
pu remarquer qu'il y avait eu un certain succès, il y avait des attentes aussi. Et on a renouvelé ce temps-là, comme vous avez pu voir tout à l'heure dans l'historique. Et donc ça, au mois de février, à nouveau, il y aura un village biochar, donc qui réunira certainement plusieurs d'entre vous qui sont déjà inscrits. Nous serons présents, donc nous, comme d'habitude, nous serons présents avec un stand Srisi, qui sera plutôt à vocation pédagogique, parce que le sujet du biochar a besoin on a besoin de faire de la pédagogie sur ce sujet-là. C'est un salon qui accueillera, pour information, ceux qui ne le connaissent pas, c'est un salon qui, à la base, n'hésitez pas à couper vos micros hein, si vous avez des communications en parallèle, s'il vous plaît. À moins que vous souhaitiez prendre la parole. Dans ce cas-là, pas de souci. Mon micro est ouvert, mais ça sonne bien. Merci. Donc, il y a besoin de faire... Ils vont t'entendre parler. Il y a une question peut-être? Donc, c'est un salon qui accueille historiquement des acteurs de la filière bois-énergie et de la filière biogaz. Donc, il y a un troisième sujet sur la valorisation des biomasses. Et donc, il y a besoin de faire de la pédagogie pour que l'ensemble de ces mondes-là arrivent à trouver leur place et que, notamment sur la filière pyrogazéification, on puisse voilà, expliquer en quoi ces solutions-là peuvent être utiles à l'ensemble de ces filières. Du réseautage, bien sûr, sur ce stand. Voilà. Et puis, une conférence qu'on organise qui vient s'inscrire dans un programme déjà bien complet de conférences. Hein. Donc, je vous incite à aller sur le site Bio360 où vous pourrez déjà avoir un aperçu des thèmes abordés. Nous serons en conférence le mercredi à 14h, de 14h à 15h30, sur les enjeux de la filière. Un troisième point, cette année, on fait venir l'ensemble de nos partenaires qui sont dans le programme Srisi sur ce salon-là, pour aussi leur montrer ce qui se passe en France. Mais c'est un salon international, donc l'idée, c'est aussi que les acteurs français puissent rencontrer des acteurs d'autres pays et éventuellement pouvoir aller découvrir ce qui se fait dans ces différents pays. Donc, on a des partenaires en Irlande, au Royaume-Uni, Pays-Bas, Allemagne et Belgique. Voilà pour le salon. Dernier temps de ce premier semestre, mais non des moindres, le 29 mars, donc volontairement dans la foulée du salon, qui nous servira de rampe de lancement, si je puis dire, on compte organiser les assises nationales des biochars le 29 mars 2023, donc ce sera à Rennes. Notre objectif, quel est-il? C'est de donner de la visibilité à la filière, tout en réunissant l'ensemble des acteurs, de l'amont à l'aval. Mais on souhaitera et on organisera, vous verrez le format, des temps pour se questionner collectivement sur les conditions de réussite de ce développement en France. Développement qui a l'air d'être bien parti, mais et ça c'est dans notre ADN, hein, l'ensemble des structures qui portent ce projet Srisi, c'est vraiment de travailler dans le long terme et donc de construire des bases solides. Et pour construire ces bases solides, il est important qu'on partage un socle commun. Et donc, on définira les sujets à ce moment-là. Donc là, cette journée est en construction. La structure est la suivante. Il y aura 2 tables rondes le matin qui s'enchaîneront, une sur les enjeux de la filière, donc important à questionner. Une deuxième sur les acteurs qui mettront en avant aussi leurs avancées. C'est important de montrer que c'est une filière qui avance. Il y aura bien sûr la mise en réseau et de la mise en avant aussi de certaines solutions pour ceux qui le souhaiteront. Et l'après-midi, on sera plutôt sur une approche thématique au choix, donc avec des ateliers thématiques. Voilà. Ceci reste à confirmer, mais on essayera peut-être de mettre en place des rendez-vous d'affaires formellement. Évidemment, il y aura des échanges dans ce sens-là. Donc, il y a un comité de pilotage qui s'est déjà réuni 3 fois
qui associe les partenaires qu'on a déjà cités, mais aussi la T2E, VG Police, le Pôle Dream, France Water Team. On souhaitait vous informer de ce programme pour que vous puissiez aussi y contribuer. C'est important que cet événement est pour vous, mais aussi est construit par vous. Donc, il faut que les temps d'échange, les temps de présentation répondent à des besoins et résonnent par rapport à l'actualité. Donc, on voulait vous faire un appel à contribution, à la fois pour les tables rondes du matin, donc sous forme de témoignages ou bien d'idées, mais pour les thèmes de l'après-midi, s'il y a certains thèmes que vous souhaiteriez voir abordés, on s'engage dans le mois de janvier à essayer de construire, via des intervenants ou autres, le contenu de ces ateliers. Donc pour cela, il serait trop fastidieux de passer en revue les propositions de chacun là en ligne. Néanmoins, vous avez deux solutions. La première, déjà, il y en a toujours notre adresse email qu'on rappelle, biochar@b2e.bzh. N'hésitez pas à nous envoyer des suggestions. Et puis sinon, on est quand même en direct, donc on va mettre ça à profit. Et n'hésitez pas à utiliser le fil de conversation pour proposer des témoignages en table ronde, donc soit sur les enjeux, soit sur des réalisations, et sinon sur les ateliers, donc des thématiques à approfondir. Voilà, n'hésitez pas. Au fur et à mesure de notre GT de ce matin, si vous n'avez pas d'idées là au pied levé, elles viendront forcément avec les échanges. Voilà pour la présentation de notre programme du prochain semestre qui va s'entamer dans quelques jours. Sur ce, il est 9h22, donc on a fini la première séquence. Le GT généralement est thématique et au travers des idées qu'on a déjà sur les prochains événements, on souhaite mettre en avant deux sujets. Il y a le sujet du stockage carbone, on n'en parlera pas ce matin. C'est un sujet sur lequel on souhaiterait qu'il y ait des temps d'échange dans les futurs programmes. Donc d'ailleurs, sur le sujet, j'en profite du stockage carbone. S'il y a des témoignages ou bien des personnes qui souhaitent approfondir cela en atelier, n'hésitez pas à le mettre dans le fil de conversation. Mais il y a un deuxième sujet qui est important et déterminant pour la suite de la construction de cette filière. C'est le sujet de la qualification des biochars. On a, pour ceux qui sont dans le GT depuis un an, on a déjà eu un temps d'échange sur le sujet de la qualification en novembre l'année dernière. Donc, Harald Beer du EBI nous avait présenté la certification EBC, qui est un outil aujourd'hui utilisé par la plupart de ceux qui produisent du biochar. Nous souhaitions continuer à approfondir le sujet de la qualification et donc, ce matin, on souhaitait que Mathieu Campard, qui va se présenter, intervienne sur ce sujet de la qualification et de la normalisation, quoi. Donc, on va se donner jusqu'à 10 heures pour traiter ce sujet-là avec 20 minutes de présentation de Mathieu et après, on aura 20 minutes d'échange sur le sujet. Est-ce que Mathieu, tu es du coup prêt et Bonjour à tous, moi de mon côté c'est OK. Je vais vous partager du coup ma présentation. Hop là. Pardon. Bonjour à tous, Mathieu Campard, donc moi, je suis de la société RGT Énergie, je suis le directeur de la société RGT Énergie. Et merci pour cette invitation, donc Marc et toute l'équipe. C'est vrai que c'est intéressant. Bravo pour le groupe de travail que vous avez pu mettre en place. Je pense que c'est tout à fait ce qu'il y a besoin pour arriver à créer une structure et pour arriver à créer quelque chose pour développer cette filière biochar. Donc vous allez voir, moi je vais vous présenter voilà, ce qu'on a pu faire chez RGT Énergie autour du biochar et surtout ce qu'on est en train de faire au niveau de la normalisation.
parce que du coup, je suis directeur d'RGT Énergie, mais je suis également coprésident de la commission nationale au niveau de l'AFNOR pour tout ce qui est combustible solide, donc pour tout ce qui va être à la fois les granulés de bois, les plaquettes de bois, et on est en train de s'ouvrir sur le biochar. Donc tout d'abord, quelques mots sur le groupe RAGT, je vais être très rapide. On est, à la base, c'était une coopérative agricole qui a été créée en 1919. On a un siècle d'histoire. On a 3 métiers. Un métier qui est un métier comme une coopérative. C'est une société privée maintenant, mais voilà. Le métier RAGT Plateau Central qui a gardé les activités de la coopérative, où du coup, on va collecter de la céréale, on va la transformer pour en faire de l'aliment et on va faire du service à l'agriculture en général pour apporter tous les services, aussi bien, enfin, tous les intrants pour l'agriculteur. Un deuxième métier qui est RAGT Semences, où donc là, on est plutôt sur la recherche de nouvelles semences, la production et la commercialisation un petit peu partout dans le monde. Quelques ratios qui vous donnent un petit peu l'emprise de RAGT au niveau de la production de pâtes, par exemple, 8 pâtes sur 10 sont en France, vendues en France, sont produites avec de la génétique RAGT. Et un troisième métier, qui est du coup celui que je représente aujourd'hui, qui est RAGT Énergie, où nous, on existe depuis une quinzaine d'années, et où on travaille sur tout ce qui est valorisation énergétique de la biomasse, où on va travailler sur de la valorisation principalement en combustion, mais également en gasification. Au travers de 4 métiers, un métier de la formulation, on est, on va dire, des apprentis cuisiniers pour arriver à faire des combustibles. Donc notre métier, c'est d'associer des matières premières pour en faire un combustible qui respecte un cahier des charges, qui va respecter une norme, ou qui va respecter un cadre d'usage pour le CSR, par exemple. Voilà, on développe depuis des années l'agropelé, donc le granulé fait à partir de biomasse agricole, pour rentrer sur le marché de l'industrie. Et on a une technologie qui est brevetée, on a une quinzaine d'années d'expérience sur ce métier de la formulation, qui est un métier de mélange de biomasse, mais également d'additivation de biomasse, pour arriver à améliorer les qualités de combustion de la biomasse. Un deuxième métier qui est plutôt un métier d'essai technique et analyse. Donc, on a un laboratoire d'analyse où on va analyser les biomasses de manière classique, qui va être les caractéristiques thermochimiques, physiques et chimiques. On a un deuxième laboratoire qui est plutôt une mini-unité de production. On est capable de sécher, on est capable de déchiqueter, on est capable de broyer, de granuler, de briqueter. Et un troisième laboratoire qui est plutôt sur l'aspect combustion, où là, on va être capable de brûler les combustibles qui ont été produits sur des chaudières et des poêles. Un troisième métier qui est un métier plutôt autour du conseil de l'ingénierie, où là, on va travailler sur une dimension de nom d'usine, notamment pour la production de granulés. On va travailler sur des problématiques de combustion également, pour arriver à dimensionner des outils de combustion ou du rétrofit d'installations existantes pour passer du fossile vers la biomasse. Et enfin, un troisième métier qui est un métier de la recherche, où du coup, on essaie de travailler sur voilà, l'évolution de l'usage de la biomasse. Donc, l'évolution de la biomasse actuellement, c'est beaucoup de combustion. Donc, ça fait des années qu'on travaille sur tout ce qui va être gasification et tous les pré-traitements qu'on peut faire sur la biomasse, que ce soit des pré-traitements mécaniques ou des pré-traitements thermiques. Donc, on a eu beaucoup de passés sur la torréfaction. Et là, actuellement, on a beaucoup d'activités sur la partie biochar. Et donc, c'est de ce dont je vais vous partager mon expérience aujourd'hui. Et enfin, du coup, une cinquième compétence qui est cette implication dans les normes biocombustibles. Donc, depuis 2006, moi, je suis à l'AFNOR et je suis au niveau de l'ISO, expert au niveau de l'ISO. Dans les applications biochar, bon, je vais pas vous apprendre grand-chose sur la partie agro. Je pense que voilà, c'est un marché que vous connaissez, que vous avez bien anticipé, avec ces marchés de la viticulture, de l'horticulture. L'état des lieux qu'on peut en faire, c'est que c'est un marché émergent avec des résultats intéressants, mais évolutifs dans le temps. Donc là, je vous ai marqué un petit peu les évolutions qu'on voit sur un biochar. C'est un biochar qui est vivant. Donc on le met dans le sol, on a une première action, on a une action à moyen terme, on a une action à long terme. Donc c'est important d'anticiper ces vies du biochar pour arriver à prédire un petit peu comment il va se comporter. Et l'autre état des lieux, c'est que c'est actuellement encadré par des spécifications qui sont propres au marché et aux zones via des certifications. Il y a tout un tas de certifications qui existent. Donc on fera le point tout à l'heure sur ces certifications et sur la position à avoir. Le deuxième sujet sur lequel je voulais vous parler moi aujourd'hui, c'est celui sur lequel on est beaucoup appelé. On est beaucoup appelé dans l'industrie, sur tous ces nouveaux marchés du biochar, notamment le marché de la métallurgie. Donc il y a tout un usage qui peut être fait du biochar pour substituer le charbon. Donc on va remplacer le charbon par du biochar dans les process industriels de production, de fabrication de fonte, de ferrochrome, d'acier. Voilà, le biochar joue un rôle d'agent réducteur.
Un autre des marchés identifiés sur lequel on a travaillé, c'est toute la partie filtration, que ce soit de l'air ou de l'eau. Du coup, on s'aperçoit que ben, voilà, on a aussi un vrai intérêt à utiliser de la biomasse et de pré-traiter la biomasse pour rentrer dans ce marché de la filtration. Également le marché des catalyseurs, le marché des batteries, qui est un marché qui pousse quand même pas mal. C'est-à-dire se dire comment est-ce qu'à partir du biochar, on peut arriver à créer une anode. On a des très bonnes caractéristiques du biochar pour faire des anodes dans les batteries. Donc, c'est des projets qui sont à l'étape de recherche, mais avec des beaux potentiels. Et voilà, donc sur ce thème de tout ce qui est application non agricole, on a quand même un état des lieux où il y a beaucoup de projets R&D, il y a des applications industrielles déjà possibles et déjà investies. Sur la droite, là, je vous ai montré un petit peu le projet d'ArcelorMittal au Canada, qui prévoit d'investir des millions d'euros pour arriver à convertir son système de réduction de ses fers. Donc là, au niveau de ce site-là, voilà, il prévoit vraiment d'utiliser du biochar en quantité énorme pour substituer le charbon. Un gros potentiel de développement, je pense qu'on en est tous convaincus autour de la table, et une forte valeur ajoutée sur certains produits, sur ces produits nouveaux. Et donc, du coup, je pense que plus le produit sera précis et pointu en fonctionnalité, plus il sera valorisable. Donc, je pense que cette forte valeur ajoutée, il faut bien l'intégrer. Mais il faudra arriver à s'adapter au marché et à l'usage industriel qui est spécifique. Donc, le constat général, c'est qu'il y a un marché existant sur l'agro avec quelques repères, des fonctionnalités attendues qui sont hétérogènes et mal connues. Il y a des développements qui sont sur le marché industriel qui existent. Il y a des certifications qui sont en place sur les différentes zones au niveau mondial. Donc, la partie États-Unis avec l'USBI, la partie Australie-Nouvelle-Zélande avec la NZBI, la partie Chine avec le China Biochar et la partie Europe avec la IBI et l'organisme de certification européenne. On a des outils de production qui se mettent en place un petit peu partout, sur des technologies qui sont plus ou moins adaptées selon les cibles qu'on va rechercher. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est amélioré pour arriver à être précis sur ce qu'on attend dans le biochar, pour qu'au niveau des outils de production, on arrive à avoir des outils de production qui soient adaptés. Et on a également tous ces sous-produits qui sont... on a une réflexion nécessaire sur comment les valoriser. Je parle des huiles, des condensables. Il y a des choses très intéressantes qui ont été trouvées à l'intérieur. Voilà, pour le moment, je pense qu'on les valorise peu. Il y aura tout un avenir là-dedans. Il y aura tout un avenir, notamment sur ces condensables. Donc, ce constat général, c'est que c'est plein d'opportunités, des marchés existants, des outils qui commencent à s'installer. Et ce qu'on en voit, nous, c'est vraiment un besoin de structuration de ces marchés pour donner vraiment un cadre d'usage précis, par application et par marché. Donc, quand on dit cadre d'usage, c'est fixer la qualité du produit qu'on attend selon les marchés, c'est fixer comment on mesure cette qualité de produit, parce que vous allez voir, c'est là où il y a peut-être le plus de lacunes. Cette qualité de produit, elle doit être qualifiée par rapport à des méthodes qui sont adaptées au biochar et qui ne sont pas adaptées au charbon ou adaptées à l'amendement. Enfin, on a vraiment des choses qui sont complètement différentes à développer. Et c'est pour ça que du coup, il y a eu la création d'un groupe d'échange au sein de l'ISO TC 238. Donc ça, c'est un groupe de travail. Donc c'est le groupe de travail 238 au niveau de l'ISO. C'est un groupe de travail qui était dédié aux biocombustibles solides, donc celui auquel je participe depuis 2006, et qui était très axé combustion. Et là, on est en train de s'ouvrir en scope vers la partie biochar. La normalisation, c'est quoi? Parce que ça, c'est souvent un mot qui fait peur et il ne faut pas confondre normalisation, réglementation et certification. Donc, une norme, c'est bien l'objet de créer un langage commun entre tous les acteurs pour arriver à bien clarifier quelle pratique, quelle méthode, pour arriver à quelle spécification qui est partagée par l'ensemble des parties. C'est rédigé par des professionnels du marché, c'est pas rédigé par des institutions, c'est vraiment tous les professionnels du marché qui s'associent pour créer ces normes. Toutes ces normes, elles sont d'application volontaire, donc il faut faire attention. C'est une différence importante, c'est on connaît quelques normes obligatoires, mais il y en a peu. Finalement, c'est que 1% des normes qui sont obligatoires. La plupart des normes, c'est de l'application volontaire. Ça veut dire que c'est vous, industriel, c'est vous, structure institutionnelle, qui allez demander à appliquer cette norme, mais ce n'est pas une application obligatoire. Et au niveau de la structuration, donc vous le voyez en bas, on a l'AFNOR qui est notre organisme de normalisation nationale. Au-dessus de l'AFNOR, on a le CEN, qui est le comité de normalisation européen. Et au-dessus, qui englobe tout ça, on a l'ISO, qui a une dimension au niveau plutôt monde. Dans les différences entre la normalisation et la certification, c'est souvent des termes d'usage et c'est souvent là où on se perd un peu. On dit « Ah, mais mon produit est normé alors que mon produit est certifié ».
Donc, il faut bien voir la norme comme un cadre d'usage. Donc, c'est un consensus européen, mondial, qui permet de fixer les méthodes. On a des méthodes uniques, on a des spécifications uniques, on a des respects de réglementation internationale. Ça, c'est le cadre. La norme fixe le cadre. Et une certification, par contre, c'est un cadre d'application de marché et de relations commerciales. C'est plutôt une demande client qui va être fixée sur la norme, mais qui va être un peu un outil marketing pour arriver à certifier le produit. Ce que j'ai voulu mettre en dessous, c'est un regard un petit peu sur ce qui s'est passé dans le combustible, dans le granulé bois, par exemple. Dans le granulé bois, il y a eu tout un tas d'évolutions. On a tout d'abord eu une certification qui a été mise en place dès 2004-2005, qui était la certification d'INPUS. Elle avait été amorcée sur des normes allemandes et autrichiennes, où ils avaient créé une certification. Ils avaient dit, ben, le granulé bois, il faut qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça. En France, moi j'avais participé à la création d'une charte. On avait fixé le cadre d'usage des granulés bois. C'était la charte ITEB, parce que l'ITEB était l'organisme qui était le plus présent à l'époque pour arriver à permettre cette certification. Donc cette certification, elle a servi quelque part à créer cette norme européenne. Donc on a créé une norme européenne qui a été publiée en 2010, qui est la norme, pas EU, mais EN 14961-2. Cette norme a été publiée en 2010 et à partir de là, bien sûr, voilà, la certification d'INPUS a dû s'adapter. Elle avait des spécifications, des méthodes. Elle a évolué pour respecter du coup la norme EN 14961-2. Et en parallèle, deux autres certifications sont mises en place, la certification EN+, que vous connaissez, et la certification NF. Tout ça, ça a vécu de 2010 à 2014. En 2014, la norme est passée d'un étage européen à un étage mondial. Donc, on est passé de la EN à la ISO 17225-2. Là, encore une fois, la certification s'est adaptée et les trois certifications ont repris les bases de la norme internationale. Même chose en 2020, où la norme a été révisée et où, du coup, on a de nouveau une révision des certifications. Ce qu'il faut bien voir, c'est que voilà, il y a vraiment une coexistence, une coévolution de ces normes. Les normes et certifications avancent en parallèle, mais tout en étant tout le temps très cohérentes entre elles. La norme fixe le langage unique, pour que dans tous les pays, on parle de la même chose, on parle demain du même biochar. Et la certification, elle respecte cette norme et elle s'adapte au marché. Donc en fait, une certification, c'est souvent des spécifications de la norme. Donc on va donner une valeur pour le PCI, une valeur pour la cendre, mais on va essayer d'apporter une plus-value avec des services complémentaires. Typiquement, dans la certification qu'il y a sur le granulé bois, des certifications comme EN+, sont les plus loin et ont permis de verrouiller toute la chaîne de distribution. C'est-à-dire que EN+, permet de certifier le producteur, mais également celui qui va distribuer ce granulé et celui qui va le revendre jusqu'au client final, afin qu'on ait une vraie garantie du produit. Maintenant, venons-en du coup à, dernier point sur la normalisation et l'avis des RHT Énergie là-dessus. Donc, je dis qu'on était présent au niveau des différents étages, au niveau de l'AFNOR, au niveau de l'Europe et au niveau du monde. Pourquoi on s'y investit? C'est que quand on a voulu créer nos agropelés, quand on a voulu travailler sur les agropelés en 2006, on était sur un marché qui n'existait pas. Il n'y avait rien. Il y avait tout un tas de contre-références, de références, mais personne ne parlait de la même chose. Donc nous, la stratégie qu'on a eue, c'est de créer cette norme. Donc on a créé cette norme dès 2006, et ça nous a permis de structurer le marché, de structurer la filière. Et aujourd'hui, tous les agropelés qui sont produits partout dans le monde respectent cette norme qui a été initiée du coup par la France. On a eu un petit peu le même schéma en 2017, où du coup, on était sur un sujet de déchets verts. Donc, le déchet vert, c'est bien les déchets des collectivités, les déchets d'élagage, tout ce qu'on retrouve un petit peu partout. Où là, c'est la réglementation qui nous a rattrapés. La réglementation au niveau national a dit, ben voilà, le déchet vert, maintenant, on ne peut plus le brûler. On peut plus, il faut le brûler en incinération, on ne peut plus le brûler en combustion. Donc là, la filière a réagi et a dit, ben, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et la stratégie, ça a été de nouveau de se dire que pour structurer la filière, il fallait créer une norme. Donc on a créé une norme pour faire rentrer cette fraction ligneuse des déchets verts dans un cadre normatif pour arriver à poser une structure et pour arriver à montrer à l'État qu'on savait de quoi on parlait en termes de déchets verts et qu'on savait garantir des qualités. Comment ça s'est fait? On a recueilli un petit peu tous les besoins, on a recueilli tout ce qui était fait un petit peu partout sur le territoire. On a fait une étude spécifique sur la caractérisation de ces fractions ligneuses de déchets verts au niveau national. Et une fois qu'on a eu un background assez important, qu'on a su de quoi on parlait, on a créé un New WIP, c'est un New Work Item Project, ça veut dire qu'on crée un projet au niveau de l'ISO pour dire on a quelque chose à dire, on veut proposer une nouvelle norme.
Ce projet a été finalement validé. Bon, c'est beaucoup de lobbying à la FNOR, pardon, à la FNOR, au niveau de l'ISO, donc il a fallu faire beaucoup de lobbying, mais le projet a été accepté. C'est la France qui a travaillé sur la rédaction de la norme. Cette norme a été tout d'abord publiée en TS, puis ensuite sous une vraie norme internationale en 2020. Donc encore une fois, on a réussi à structurer le marché, à structurer la filière de la fraction lumineuse des déchets verts, mais plus largement des plaquettes pour l'usage industriel par la norme, et on a réussi à créer un vrai cadre d'usage. Dernier point concernant la RGT Énergie, donc je vous ai dit qu'on avait beaucoup de travaux biochar chez nous. Bah, voilà, beaucoup sur la partie agro pendant un moment. Maintenant, on a des gros acteurs qui viennent sur la partie industrie. Donc, on a des gros acteurs sur la métallurgie, on a des gros acteurs sur la partie batterie, qui nous demandent plein de travaux, que ce soit dans la préparation du combustible ou que ce soit dans les qualifications. Et donc voilà, tout ça, moi, ça m'a vraiment inspiré ce qui avait pu se passer auparavant sur l'agropelé et ensuite sur la partie déchets verts. Et donc l'idée, ça a été de dire, ben voilà, pourquoi on n'essaierait pas de structurer la filière par une norme? Et j'ai proposé l'idée, du coup, sur une commission ISO, de dire, ben voilà, on pourrait créer un groupe de travail sur le biochar au niveau de l'ISO pour arriver à ce que, encore une fois, tout le monde parle de la même chose et qu'on ait un vrai cadre d'usage. On en arrive donc à ce groupe de travail. Donc, ce groupe de travail a été initié, du coup, la première réunion a eu lieu en décembre 2021. Donc, on est un petit peu en retard par rapport à vous. J'ai bien noté que c'était 2020, mais voilà, en 2021, on s'est lancé là-dedans. L'objectif au niveau de cette commission ISO, qui était une commission ISO de biocombustible solide, donc où on parle que de biomasse et que de transformation thermique, donc on est cohérent dans le scope, on s'est dit, est-ce que ça peut rentrer dans notre champ? Et du coup, voilà, l'objectif, c'était de voir un petit peu qu'est-ce qui existait au niveau des besoins du marché mondial sur une nouvelle norme dans ce cadre. On a eu le marché de la métallurgie qui nous a poussé énormément, avec des gros acteurs qui ont dit dès le début qu'ils voulaient participer à cette création de normes. Donc, ils ont bien poussé. Et le deuxième onglet, c'était évaluer si notre groupe de travail, c'était le bon pour arriver à créer cette norme. Donc, ce groupe de travail existe depuis un an. On a 21 experts au niveau monde qui participent. On a 12 pays qui sont fortement impliqués, dont le Canada par rapport au sujet ArcelorMittal, la partie US, la partie Chine, la partie Japon, la partie Corée, et les pays européens, toujours les premiers qui sont la Finlande et la Suède, tous ces pays scandinaves, également l'Allemagne, les Royaumes-Unis, Autriche, Espagne et France. Depuis, on a fait trois rendez-vous, enfin 3 réunions de travail, pour arriver à avancer sur toutes ces questions-là. Donc les questions, c'est, voilà, on part un peu d'une page blanche, on regarde les certifications qui existent, on prend le background d'acteurs comme vous qui avez pas mal de données, et on regarde comment est-ce qu'on doit sectoriser un peu cette norme. Donc le premier axe, c'était bien sûr définir les marchés encadrés dans ce projet de norme. Donc on avait ce sujet métallurgie, on avait le sujet agro, le sujet batterie filtration. Ensuite, définir les spécifications et les méthodes à utiliser pour qualifier ces biochars. Donc là, c'est vraiment, on recense toutes les spécifications de produits qui existent sur le biochar dans la certification et sur le charbon pour les autres usages dans l'industrie. On recense toutes les méthodes qui sont utilisées pour arriver à voir lesquelles vont être intéressantes à dupliquer, à reprendre sur le biochar. Donc là, c'est vraiment se dire, voilà, c'est quelle méthode qui était utilisée actuellement sur le référentiel, par exemple, de la certification, et est-ce que cette méthode est bonne ou pas? Ensuite, définir quelle est la fraction concernée par la norme. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, moi, quand on dit biochar, mais on dit également les sous-produits, donc on dit également ces huiles, on dit également les condensables qui sont intéressés, donc de quoi on devait s'occuper. Ensuite, définir les origines et sources. Donc, est-ce qu'on allait parler que de biomasse ou est-ce qu'on allait parler de biomasse de manière plus large, typiquement la biomasse déchet? Donc, il fallait arriver à définir un petit peu ce cadre. Donc là, au final, tout ce qui a été choisi, on parle que de biomasse au sens ISO du terme. Donc, la biomasse au sens ISO du terme, c'est une biomasse naturelle et une biomasse faiblement adjuvantée. Donc, on pourra rentrer dans les détails, mais c'est vraiment arriver à fixer un scope qui ne soit pas le déchet, pour ne pas aller rentrer dans des interférences avec notamment l'IED, qui est la réglementation sur le déchet, pour arriver à être bien clair. Définir les technologies adaptées et qualifiées pour la production de biochar. Donc, bien sûr, tout le monde parle de pyrolyse, de gasification, là on est d'accord. On a des acteurs torréfaction qui veulent savoir si on les met ou pas dans la partie des technologies adaptées. Et enfin, définir les termes officiels. Voilà, tout le monde parle au niveau international, on parle de biochar, on parle de biocarbone, on parle de biocoal.
Pour le moment, ça reste un petit peu presque du marketing et presque de l'usage propre. Donc, oui, il faut arriver un petit peu à cadrer ça dans une norme. Donc, c'est toujours pareil. Un langage unique, ben, on définit chaque terme par rapport à des préparations ou à des usages. Dans la méthode, du coup, on a créé différents task groups là, pour arriver à traiter les différents sujets, pour arriver du coup à partager des expériences. Et chacun des acteurs interagit du coup en consultation avec les différentes parties prenantes qu'on voit autour d'une norme. Donc, bien sûr, la partie industrie, donc voir les industriels, quelles sont leurs attentes. Voilà la partie également au niveau des institutionnels, donc que ce soit au niveau des gouvernements ou au niveau des centres de recherche. Voir au niveau des gens qui vont tester le produit. Voir au niveau des certifications. Donc, standardisation certification body, c'est bien les certifications dont on va parler tout à l'heure. Et faire le bilan de tout ça sur l'existant. Donc, un des premiers retours qu'on a eu, c'est que au niveau des normes et au niveau des certifications qui sont utilisées, on a des méthodes d'analyse qui sont à revoir. Parce qu'on a beaucoup de méthodes d'analyse dans la certification actuelle qui sont basées sur des normes charbon. On a voulu qualifier du biochar comme du charbon. Et étant donné que ce n'est pas du tout la même base et que ce n'est pas les mêmes choses qu'on attend, on a des vraies variations, des vraies volatilités dans les résultats. Là, j'ai mis un petit tableau d'exemple qui était donné, où on avait à chaque fois les mesures qui étaient faites sur des normes biochar au niveau Europe, au niveau États-Unis, selon est-ce qu'on regarde quel type de volatilité on va regarder, et on voit l'hétérogénéité qu'on peut avoir dans les résultats, dans les mesures. Donc ça, c'était important de voir, de cadrer ces mesures. Ça montre bien l'exemple de il faut arriver à parler de la même chose avec les mêmes méthodes d'analyse. Le deuxième axe, c'est la partie sécurité. Voilà, la partie sécurité, il y a eu pas mal de travaux qui ont été faits sur la partie biocombustible solide, et on veut que ça puisse être repris sur la partie biochar, parce qu'on a des vrais risques potentiels avec le stockage de biochar, donc il faut qu'on puisse arriver à le contenir. Et enfin, le troisième axe, c'était vraiment de faire un lien avec le groupe de travail charbon pour arriver à voir ce qu'ils avaient fait eux, quelle différence on avait à qualifier et qu'est-ce qu'ils pensaient de notre projet pour voir s'il fallait l'héberger plutôt dans le groupe de travail charbon ou dans le groupe de travail biomasse. Ce travail a donné lieu à tout un tas de, comme je vous ai dit, on a retrouvé toutes les spécifications, on a retrouvé toutes les méthodes qui étaient données sur chacun des métiers. On retrouve la partie agro, on retrouve la partie batterie, on retrouve la partie charbon pour aller voir quelle méthode, quelle spécification. On a finalement voilà, acté la création de notre groupe TG1, qui est le groupe de travail du coup, sur la partie biochar. Donc le groupe de travail qui est décidé, qui sera maintenant actif pendant les années à venir, c'est le TG1 au niveau de l'ISO TC 238. Ce groupe de travail est piloté par le Canada, donc par Maurice Douek, qui est le conveneur de notre groupe de travail. On a une grosse implication de la filière métallurgie. On a un scope qui s'est ouvert, donc on était métallurgie et agro. Maintenant, on est vraiment sur les différents métiers. On a un plan de travail qui est clair avec ce réseau qu'on peut avoir et les cibles qu'on attend. Et on a une ambition de développer une norme ISO sur 2023 pour arriver à vraiment donner un cadre selon les différentes applications. En conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, ce groupe de travail ISO a été créé. On a un groupe d'experts qui est investi pour cette création de la norme biocarbone, biochar, biocoal. On a des applications majeures qui sont visées, dont l'agro et la métallurgie, parce qu'on s'aperçoit, notamment sur la métallurgie, qu'il y a un vrai besoin de fixer un cahier des charges aux fournisseurs. C'est des gens qui peuvent, voilà, qui peuvent absorber des milliers de tonnes par semaine, et pour le moment, ils ne savent pas quoi donner comme performance attendue auprès de leurs fournisseurs. On a des applications du coup qui sont émergentes, qui vont également cadrer sur ces autres marchés. On a des certifications qui sont intéressées par le projet, donc je vous parlais des différentes certifications tout à l'heure, là, mais aux différentes échelles, elles sont prêtes à interagir avec la norme. Et voilà, là il y a une dizaine de jours, lundi dernier, j'étais en réunion du coup, avec ces différentes certifications mondiales. Donc on a organisé vraiment une réunion de pilotage pour que moi j'explique un petit peu ce qu'était le projet de norme à ces différentes certifications. Donc on avait ces 4 parties qui étaient présentes, donc la partie États-Unis, la partie Australie, la partie IBA et la partie Europe. L'objectif, c'est vraiment d'arriver à se dire, ben voilà, on a ce travail-là, on sait qu'une certification va coexister, va coévoluer avec la norme. Comment est-ce qu'on fait pour arriver à être le plus au courant de ce qui se passe? Comment on fait déjà pour homogénéiser les certifications mondiales qui sont en place et arriver à donner le même cadre d'application? Et enfin, du coup, le dernier point, qui est, je pense, le point qui concerne le plus votre GT, c'est qu'on a vraiment un besoin de mobilisation au niveau national.
fait, là, pour le moment, c'est vrai que la personne qui fait remonter toutes les infos et qui interagit avec l'ISO, c'est moi. Mais voilà, moi, j'ai besoin que vous me fassiez remonter les besoins, les attentes, les retours d'expérience que vous avez eus, les spécifications de produits que vous savez atteindre, que vous ne savez pas atteindre, ce que vous comptez aussi produire. Donc, c'est pour ça que je pense que voilà, ça sera important qu'on puisse interagir entre nous, pour que moi, je puisse être peut-être le porte-parole de votre message, et que, voilà, que ce GT soit un vrai acteur de la norme, de ce projet de norme, pour arriver à ce qu'elle puisse évoluer dans le bon sens. Pour ce faire, je pense que je vous ai présenté tout à l'heure ce qu'on avait fait sur le déchet vert. On ne va pas à l'ISO comme ça, on ne va pas à l'ISO en disant, moi, je veux qu'il y ait écrit 4.8 là, sur la partie taux de cendre, par exemple. On y va vraiment avec des argumentaires. Et ces argumentaires, il faut les construire. Donc, je vous avais dit que sur le déchet vert, on avait fait cette étude au niveau national pour caractériser les gisements, pour arriver à voir la qualité qu'ils pouvaient avoir selon les méthodes de production. Je pense qu'on en est à cette étape-là, où c'est important qu'on sache caractériser la filière biochar française selon les applications, qu'on sache arriver à donner des valeurs, des résultats, des retours d'expérience. Et c'est vraiment ça qui permettra d'avoir des arguments auprès de l'ISO et que ce soit des vraies données qui soient exploitées par notre groupe de travail au niveau du TG1, en montrant en montrant la France qui est un vrai acteur et qui est capable de pousser ce projet de norme. Voilà pour la présentation du coup de la partie biochar, de ce groupe de normes. Donc je suis à votre dispo là pour des questions et pour arriver aussi à créer ce lien pour interagir ensemble pour le développement de la nouvelle norme. Merci Mathieu. Merci Mathieu pour cet apport précieux. Il y a certainement des questions. Il y en a une première. Il y a un lien avec la séquence qui va suivre, hein, mais la séquence qui va suivre, on va parler d'études de caractérisation des biochars en France. Donc il y aura un lien directement, mais je souhaiterais éventuellement qu'on puisse entendre certains participants. Donc là, Mathieu doit s'en aller à petit peu avant 10 heures, j'imagine. Donc, on a 5 minutes avec Mathieu. S'il y a quelques questions, n'hésitez pas à prendre le micro. Romain, Myriam, vous avez déjà. N'hésitez pas à prendre le micro, je pense. Ça peut être pas mal. Bonjour, Romain Guillaume, donc Vigna Énergie. La question, c'est, on voit que on crée structurer tout ce qui est normes, certification, tout ça autour des biochars. Aujourd'hui, moi, c'est une question stratégique. Est-ce qu'il faut attendre que tout soit mis en place avant de construire son réacteur biochar pour pas avoir un outil industriel qui en fait ne soit pas dans les normes à la fin? Non. Non, je pense que c'est important c'est important de savoir où on va, c'est important d'avoir un outil qui soit flexible. Donc, je pense que voilà, cette norme, elle sert pour les producteurs, elle va servir pour les clients. Il faut qu'elle serve également pour les fabricants de matériel, pour qu'eux sachent arriver à trouver la flexibilité dans leur opération pour produire un petit peu tout type de biochar. Je pense que dans votre position, c'est important de bien choisir votre partenaire pour arriver à avoir celui qui sera le plus capable d'arriver à adapter la production de biochar en fonction des attentes de marché qu'il va y avoir derrière. On ne peut pas vous dire d'attendre. Voilà. Merci. Myriam Vigliano, vous aviez Bonjour, une question. Claire. Voilà, je voulais savoir en fait parce que donc il y a le règlement européen 2019-1009 qui est sorti là, et est-ce que du coup cette norme elle va reprendre en fait les spécificités de ce règlement? Ben, ça va rentrer dans les données d'entrée, comme les certifications vont rentrer dans les données d'entrée. Mais à la fin, une norme, c'est un consensus au niveau de toutes les parties. Donc, D'accord. ça fera partie des données d'entrée, mais on ne va pas forcément coller là-dessus. On va l'intégrer dans la réflexion, on va l'intégrer dans la prise d'information, comme la certification, comme la réglementation et comme ces directives-là. Et on va arbitrer pour savoir si c'est les bons choix par rapport aux attentes du marché, par rapport aux attentes des clients qu'il y a derrière. D'accord. Merci. Qu'en est-il des pays voisins, notamment en Belgique? François Delgoulet a posé cette question. N'hésitez pas si vous souhaitez développer. On n'a pas de présence de la Belgique là, sur le sujet. La Belgique n'est pas investie dans ce groupe.
on a un investissement allemand, autrichien, comme je l'ai marqué, et scandinave, mais on n'a pas de représentants qui sont au niveau logique. Caroline, vous souhaitiez intervenir? Bonjour, Caroline Domanine, Société Demio. Merci. Je voulais demander, donc, par rapport à la métallurgie notamment, est-ce que vous avez déjà identifié, par rapport au volume qui pourrait être utilisé, les intrants, parce que à un moment donné, il y a peut-être aussi des questions de conflit de matière par rapport au volume en exutoire. Ouais, c'est une très bonne question parce que je pense que voilà, les enjeux de demain sur la partie biomasse en général, c'est les intrants, c'est quels intrants on va pouvoir mettre pour quelle application. Donc là, on n'est pas rentré dans ce thème-là. C'est vrai que le thème de l'intrant, c'est plutôt, enfin, au niveau de la norme, on va choisir les intrants qui pourront rentrer dans l'usage. Et après, on n'est pas là pour définir si on est en capacité ou pas en capacité. C'est vrai que la métallurgie a des demandes qui sont énormes. Il y a des demandes actuelles là, dans le nord de la France ou même de la Belgique qui sont de l'ordre de plusieurs milliers de tonnes par semaine de demandes de biochar pour de l'agent réducteur. Bien sûr qu'il va falloir être. Vous savez du coup si des plastiques ou des pneus de genre peuvent être utilisés pour cette valo? Là, voilà, ça sort de notre cadre parce qu'on est vraiment sur un cadre biomasse. Je ne sais pas du tout si ça pourra rentrer dans l'usage. Parce qu'en fait, c'est vrai que sur la filière métallurgie, un des gros travaux qu'il y a à faire, c'est l'aspect physique. Voilà, vous voyez, sur la partie agro, on a beaucoup d'interactions en fait, entre la particule et le sol. Sur la partie métallurgie, on a vraiment un aspect de tenue de lit, parce qu'il faut comprendre que l'usage de ces biochars est fait à la place du charbon pour une tenue mécanique du lit et avoir les bons échanges en fait, avec les oxydes de fer pour transformer du coup ces oxydes en fer. Il y a toute une préparation mécanique à mettre en place. Donc il faudrait voir si du plastique serait adapté ou du pneu serait adapté. C'est dans une idée d'éviter de prendre de la matière organique ou ligneuse, quoi. Ouais, je comprends bien. Ouais. Merci. Ouais, je comprends bien.